Il l'a laissé l'humilier publiquement, puis il a anéanti sa carrière. Elle l'a embrassé sur la joue. Pas moi, son patron. Sur scène, devant 400 personnes. J'étais assis à la table 12, à côté d'un filet mignon à moitié terminé et d'une serviette que j'avais pliée si fort qu'elle ressemblait à un origami. Elle tenait le trophée en verre au-dessus de sa tête comme une fichue torche, souriant alors que les projecteurs l'éblouissaient. À ma brillante équipe, et surtout à cet homme, dit-elle en faisant un geste vers l'idiot aux cheveux d'argent au premier rang. Il n'est pas seulement mon patron. C'est mon partenaire, dans tous les sens importants du terme. Ma fourchette se figea en l'air. La table autour de moi eut un petit rire gêné. Puis elle le dit, fort et clair dans le micro. Savez-vous seulement qui il est? Sa main manucurée pointa droit sur moi, assis seul dans mon costume froissé. Cette phrase a tranché plus nettement que n'importe quel couteau que j'ai jamais tenu. Et j'ai travaillé avec des lames assez longtemps pour le savoir. Toute la salle éclata de rire. Le flash de l'appareil photo a capturé l'instant exact où j'ai cligné des yeux 2 fois et souri, parce que bien sûr, c'est ce que j'ai fait. C'est ce qu'on fait quand votre femme vous humilie lors d'un gala d'entreprise organisé dans une salle de bal que votre famille codétient discrètement. On sourit. L'orchestre de jazz a repris comme si de rien n'était. Les serveurs remplissaient les verres de vin. Son patron a salué des 2 mains en se levant pour une ovation qu'elle ne méritait pas. Et pendant qu'elle s'en imprégnait, je suis resté immobile. J'ai simplement déplié calmement ma serviette, l'ai posée à côté de mon assiette et j'ai regardé le mur du fond. C'est là qu'il était. Ne faisant pas partie du gala, ni d'aucune table, juste debout, observant, vêtu d'un costume gris anthracite, sans badge, sans verre. Personne d'autre ne semblait le remarquer. Il m'a fait un petit signe de tête. Puis il a commencé à marcher. Et, avant de continuer, si vous faites partie des 90% qui écoutent sans s'abonner, je comprends. C'est facile de rester invisible. Je l'ai fait pendant 20 ans. Mais ce petit bouton, appuyez dessus dit à l'équipe qui a construit cette histoire qu'elle a contée pour vous. Et honnêtement, ça nous motive plus que vous ne l'imaginez. Revenons à l'histoire. Il est passé juste devant la sécurité à l'entrée, à travers les groupes d'ingénieurs et d'analystes qui riaient au bar, devant le vice-président de je ne sais quoi qui était trop absorbé par son 3e scotch pour le remarquer. Droit vers notre table. Elle était en train de siroter un rosé qu'elle jurait détester quand l'homme s'est penché, très discrètement, juste derrière le fauteuil de son patron. C'est terminé pour vous, a-t-il dit. Le type s'est étouffé avec son vin, s'est retourné, a balbutié quelque chose d'inintelligible. Et puis cet homme mystérieux s'est tourné vers moi. Juste vers moi. Pas de sourire, pas de chaleur, juste une voix ferme qui a percé le bruit de fond des instruments à cordes et du réseautage décontracté. Ils sont prêts pour vous. C'est tout. Personne d'autre à la table n'a bougé. Elle a cligné des yeux. Attendez, quoi? Je me suis levé, j'ai ajusté ma cravate, l'ignorant complètement. Elle a posé sa main sur mon bras, peut-être pour la première fois de la soirée. Où vas-tu? Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai même pas regardé. Parce qu'au moment où il a dit ça, au moment où lui, l'homme qu'elle ne reconnaissait pas, a prononcé ces 4 mots, tout ce que j'avais passé les 2 dernières années à construire discrètement, méthodiquement dans son dos, venait de se mettre en place. Et elle était toujours debout au centre de son propre discours de victoire, trop occupée à se pavaner pour remarquer que le sol s'était dérobé sous ses pieds. J'ai suivi l'homme vers la sortie de service. Derrière moi, j'ai entendu son patron marmonner, mais qui diable était-ce? Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour répondre, car la vraie question qu'ils auraient dû se poser n'était pas, qui est-il? C'était, à qui diable est juste passé le micro? Et la réponse était simple. L'homme qui a bâti la scène même sur laquelle elle croyait se tenir. Il se déplaçait comme s'il avait déjà fait ça. Comme si ce n'était pas la première fois qu'il entrait dans une pièce remplie de gens puissants et mettait fin à l'illusion de contrôle de quelqu'un. L'orchestre de jazz s'est arrêté en pleine mesure. Une fin confuse et décousue à un classique de Gershwin. Les conversations se sont transformées en chuchotements. J'ai regardé le malaise se propager comme une ondulation sur une eau calme. Une table a tourné la tête, puis une autre. Même les serveurs se sont arrêtés, incertains d'avoir manqué un protocole. Personne ne reconnaissait l'homme au costume anthracite. C'était le but. Il ne portait pas de badge, n'avait pas de verre à la main,
pas de sourire pour signaler qu'il n'était qu'un autre donateur ou un invité venu pour les cocktails de crevettes et les contacts LinkedIn. Il était grand, rasé de près, la cinquantaine peut-être, et se déplaçait comme un homme habitué à être escorté par les entrées de service, pas les tapis rouges. La sécurité ne l'a pas arrêté. En fait, les 2 gardes près des piliers l'ont vu approcher et se sont soudainement reculés, comme s'ils savaient à qui ils avaient affaire. Il a traversé la mer d'applaudissements et de faux rires, droit vers notre table, comme s'il en était le propriétaire. Son patron l'a repéré le premier, se figeant comme un chien qui sent quelque chose juste avant un orage. L'homme n'a établi de contact visuel avec personne d'autre. Il a simplement atteint notre table, s'est penché légèrement à côté de l'homme que ma femme paradait comme un génie stratégique, et a dit très calmement, « C'est terminé pour vous. » Pas de théâtralité, pas d'annonce, pas de voix forte, juste une condamnation à mort scellée en 4 syllabes. Le visage du type s'est décomposé. Sa bouche s'est ouverte comme s'il voulait protester, mais rien n'en est sorti, sauf une toux sèche. Ma femme a cligné des yeux. « Attendez, qu'est-ce qu'il vient de dire ?» Puis l'homme s'est tourné vers moi. « Ils sont prêts pour vous. » C'est là que tout a basculé. Des halètements. Plusieurs têtes se sont tournées. Un des membres du conseil d'administration, de l'autre côté de la pièce, a redressé sa cravate et s'est levé instinctivement, comme un enfant surpris en train de dormir en classe. Elle m'a attrapé le bras. « Qu'est-ce qui se passe ?» Son ton est passé de suffisant à tendu. « Pourquoi sont-ils prêts pour toi ?» J'ai retiré mon bras doucement. Sans drame. Je me suis levé, j'ai redressé ma veste, et c'est là qu'elle l'a vu. Le léger changement de posture. La façon dont la pièce commençait à se tourner vers moi. Pas lui. Pas elle. Moi. Elle a eu un rire nerveux. Attendez une seconde. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais personne ne lui a répondu, car personne n'en avait besoin. Les gens qu'elle pensait être de son côté étaient soudainement silencieux. Même son patron, M, partenaire dans tous les sens importants du terme, cherchait frénétiquement son téléphone, faisant défiler les contacts, cherchant probablement une bouée de sauvetage, une excuse, n'importe quoi pour expliquer ce qui venait de basculer. Mais l'homme qui avait dit « c'est terminé pour vous » s'éloignait déjà. Et je l'ai suivi. Sans fanfare, sans explication, juste 2 hommes se dirigeant vers une porte dont un seul d'entre nous connaissait l'existence. En passant les doubles portes, j'ai aperçu notre reflet dans le miroir de l'autre côté de la pièce. Elle était toujours assise, la bouche légèrement ouverte, un demi-verre de rosé à la main, figé au milieu d'un toast. Et son patron, il ne me regardait pas. Il fixait la sortie comme un homme qui réalisait enfin que les lumières du couloir ne clignotaient pas. Elles étaient en train d'être coupées, une par une. La porte s'est refermée derrière moi, isolant les rires, le vin, les tapes dans le dos, les faux sourires, tout ce qu'il pensait définir la soirée. Ici, il n'y avait pas de musique, pas de projecteur, juste le calme, le contrôle. La suite de conférences avait l'air stérile, acier et verre, une longue table en noyer, des panneaux lumineux LED bourdonnant faiblement au-dessus. Sur le mur, un panneau d'insonorisation clignotait avec un indicateur d'enregistrement bleu. Il était en direct bien avant mon arrivée. 4 personnes étaient assises à la table. 2 hommes en costume sur mesure. Une femme en tailleur pantalon bleu marine tapotant un stylo contre un porte-document en cuir, et un autre type portant une montre qui coûtait plus que son salaire annuel entier. Derrière eux, une 5e personne se leva à mon entrée. La seule qui s'est adressée à moi. « Monsieur Wells », dit-il en s'avançant et en tendant la main. « Merci d'être venu dans un délai si court. » Il n'avait pas à me remercier. Il était en attente depuis 3 semaines. Les autres se sont levés, un geste subtil mais délibéré, non par respect, mais par positionnement. Ils ne me connaissaient pas socialement. Ils me connaissaient contractuellement. La femme au fond, yeux sombres, accréditation du département de la justice, DOJ, accrochée à son chemisier, m'a fait un unique signe de tête. Nous avons préparé le dossier, a déclaré le conseiller juridique. Il a fait glisser un classeur sur la table, bleu marine avec un fermoir argenté. Vous y trouverez tout, classé par date, contrat et signature. Notre audit interne confirme que l'exposition a commencé au 3e trimestre mais s'est intensifiée après le voyage client à Vancouver. Je l'ai ouvert. La page de garde, sujet, conflit d'intérêts, Crosswind Group LLC. 2e ligne, personnes impliquées, Stephanie Wells, Michael Reardon, PDG, fournisseur tiers,
14 cases identifiées. Son nom était en gras, encore et encore. Où est la facture de Vancouver, ai-je demandé en feuilletant jusqu'à l'onglet 6. Je l'ai tourné, révélant un rapport de dépenses avec des initiales dans la marge. Une des entrées signalées, séminaire de stratégie d'entreprise, suite Pentouze, facturé sur un compte fournisseur qu'ils ignoraient que je contrôlais encore. Je veux que le DOJ se concentre sur cette ligne de dépenses, ai-je dit sans émotion. C'est le déclencheur. La femme en tailleur pantalon leva les yeux. Vous êtes certain que c'est la violation de clause? J'ai hoché la tête. Page 114 de son contrat de travail. Clause 11C, utilisation de fonds affiliés à des fins personnelles sous des termes de non-divulgation signés par les deux parties, avec témoins. Il n'avait aucune idée que les contrats qu'elle rejetait comme de simples formalités étaient conçus comme des fiches-pièges. Silencieux jusqu'à ce qu'on marche dessus. L'homme à la montre chère s'est penché en avant. Et la relation entre son cabinet de conseil et Rearden Global? Elle est établie. Oui, sa société a été constituée sous mon groupe holding l'année dernière. Elle a insisté pour que je m'occupe juste de la paperasse pour qu'elle puisse se concentrer sur l'image de marque. L'ironie ne m'a pas échappé. Au moment où elle a décidé que son ego comptait plus que l'intégrité, elle m'a donné tous les outils nécessaires pour réduire son empire en cendres sans même élever la voix. Le conseiller juridique s'est éclairci la gorge. Alors, je crois que nous sommes prêts à procéder à la cession forcée. Les contrats sont prêts. Ils n'ont besoin que de votre signature pour être initiés. Je ne me suis pas précipité. Je me suis tourné vers la fin du classeur où le plan de cession était soigneusement exposé, indexé, approuvé par le conseiller juridique interne et préautorisé en attente de ma directive. Ils avaient attendu. Je les avais fait attendre parce que le timing était essentiel. En bas, elle sirotait toujours son rosé, ignorant que pendant qu'elle se moquait de l'homme à côté d'elle, l'homme qu'elle méprisait, l'homme qu'elle ridiculisait publiquement, était à l'étage en train de changer tranquillement la structure de propriété légale de toute son entreprise. Pas par dépit, pas par vengeance, juste une procédure, un nettoyage. J'ai pris le stylo. Commençons. Et à ce moment-là, l'homme qui avait été un accessoire de fond lors de ces événements, son chauffeur silencieux, son faire-valoir, son mari invisible, est devenu tout autre chose. Pas seulement un nom sur les documents de constitution de sa société, mais l'homme dont la signature allait désormais définir les 20 prochaines années de sa vie. Si elle avait de la chance. Ce n'est pas la liaison qui a tout déclenché. C'est le 4e séminaire de stratégie facturé à un compte fournisseur dormant dont elle ne soupçonnait même plus l'existence, car je l'avais créé 6 ans plus tôt lorsque nous commencions à planifier nos expansions respectives. Elle ne posait jamais de questions sur les détails administratifs. Elle était trop occupée par les palettes de couleurs, les conférences et la recherche de coins instagrammables de notre vie pour diffuser son génie. Alors, quand j'ai proposé de structurer sa nouvelle division comme une branche protectrice sous l'égide de mon entreprise, elle a souri, m'a embrassé sur la joue et a dit « C'est toi le génie pour les trucs ennuyeux, chérie. » Puis elle a signé chaque document que je lui ai glissé sur l'îlot de la cuisine sans lire un mot. Cette signature l'engageait à bien plus qu'elle ne le comprendra jamais. Clause de non-divulgation, déclencheur de double audit, restriction sur les conflits d'intérêts et un coupe-circuit, intégré si profondément dans les documents que seules 3 personnes sur la planète connaissaient son existence. Moi-même, mon avocat général et un homme nommé Edgar Hoy, qui avait conçu ces mécanismes avec moi pendant un hiver très froid il y a 5 ans, alors que nous nettoyions les décombres d'une acquisition technologique qui avait mal tourné. La clause n'était pas facile à activer. Elle exigeait un schéma vérifié d'abus, un impact sur un bénéficiaire tiers et des violations enregistrées de l'obligation fiduciaire. Ce qui signifiait que je devais être patient, terriblement patient. Pendant 6 mois, j'ai tout documenté. Les reçus des dîners clients avec Rearden, horodatés et géolocalisés au bar de l'hôtel exact où j'avais installé mes propres caméras lorsque je le soupçonnais de débaucher des cadres intermédiaires d'une autre entreprise. L'itinéraire de leur week-end d'innovation qui correspondait à leur prêt à la dépense signalé par mon expert comptable. Le fichier audio, obtenu légalement depuis ma propre propriété, où elle plaisantait avec son assistante, si on continue de facturer ça via Quai, personne ne le verra jamais. Quai Industrie, ma société écran. Ils l'ont facturé. Je l'ai vu. Au moment où elle a dit ça, j'ai horodaté le clip, l'ai classé sous l'indice de déclenchement numéro 19, et j'ai attendu. Parce que je savais qu'elle n'avait pas fini. Il lui restait une étape à franchir. Et ce soir, elle l'a fait. Sur scène, sous les projecteurs, avec ce sourire narquois et triomphant.
Savez-vous seulement qui il est? Oui, ma chérie. Je sais exactement qui il est. Et maintenant, le département de la justice aussi. Le classeur à l'étage contenait plus de 100 pages. Mais la page qui comptait le plus était la 73. La clause qui stipulait que toute violation, une fois vérifiée, m'accordait l'autorité unilatérale d'initier une cession complète de tous les actifs, licences ou structures d'entreprise liées à mon nom. Tout le cadre juridique de sa société était construit sur cette base. Parce que j'étais la base. Chaque licence, chaque fournisseur, chaque structure de paie, tous les chemins menaient à moi. Ce qui signifiait qu'une fois qu'elle avait franchi la ligne légale en riant, tout ce que j'avais à faire était de hocher la tête. L'agent du DOJ à l'étage n'avait même pas sourcillé. Avec ses enregistrements, avait-elle dit, nous n'avons même pas besoin d'assignation. Elle nous a tendu la corde. Je n'ai pas tressailli, pas souri. J'ai juste demandé, est-ce suffisant pour que votre bureau procède à la notification? Elle a répondu, ce n'est pas seulement suffisant, c'est chirurgical. J'ai hoché la tête, car c'est ce que c'était depuis le début. Pas de la rage, pas de la vengeance. De la chirurgie. Propre, silencieuse, létale. Et la femme qui se vantait autrefois de s'être construite à partir de rien était sur le point d'apprendre ce que signifie être véritablement dépouillée de tout. Non par la force, mais par contrat. Elle est venue me voir en panique. Cette partie, elle ne s'en souvient probablement pas. C'était 2 semaines après son 3e échec auprès des investisseurs, et le financement de son cabinet de conseil révolutionnaire s'était évaporé plus vite que son dernier cachet de conférencière. Je l'ai trouvée dans la cuisine, faisant les 100 pas, pieds nus en leggings, téléphone dans une main, maquillage bavé d'un déjeuner de réseautage qui n'avait mené nulle part. Ils ne comprennent pas, n'arrêtait-elle pas de dire. Ces hommes veulent juste le contrôle. Ils veulent la preuve que je peux gérer la croissance. J'ai besoin de crédibilité, pas d'une autre citation motivante sur la synergie. J'ai écouté en silence. Puis j'ai dit, tu veux de la crédibilité? Très bien. On le fait sous mon égide. Elle a plissé les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Simple. Je vais créer une société écran sous ma société mère. Tu dirigeras le cabinet, mais les documents nous offrent une protection, une isolation juridique, une responsabilité à plusieurs niveaux. Tout sera propre. Elle a fait une pause. Donc, tu en serais le propriétaire. J'ai incliné la tête. Sur le papier? Oui. Mais je configurerai les statuts pour te donner le contrôle opérationnel. Ça aura l'air d'être à toi. Les investisseurs verront la structure. Ils auront confiance. C'est comme ça que les choses se font réellement. Elle s'est mordu la lèvre, a regardé par la fenêtre, puis a haussé les épaules. D'accord. Je n'ai pas le temps de me plonger là-dedans. Je dois préparer ma présentation TEDx, et Jessica a besoin de modifications sur le dossier. Envoie-moi juste par email tout ce dont tu as besoin. Signé. Et elle a tout fait. Contrat d'exploitation, charte de la filiale, code d'éthique interne, accord de non-divulgation, clause de conformité fiduciaire. J'ai construit l'architecture qu'elle allait plus tard parader comme sa vision, brique par brique juridique. Chaque clause qu'elle n'a jamais lue est devenue une chambre chargée. Et ce soir, le marteau est tombé. Car l'un de ces contrats, enfoui au plus profond du dossier d'intégration qu'elle a à peine parcouru, lui interdisait explicitement de conclure des accords de fournisseurs secondaires avec toute entreprise partageant plus de 5% de participation avec sa société mère. Devinez quel pourcentage Rearden Global détenait dans Key Capital via un partenaire silencieux. 6,3%. Et devinez qui a rédigé le langage définissant la divulgation des intérêts effectifs? Moi. Non seulement elle a violé cette clause, mais elle l'a fait par écrit, à plusieurs reprises. Dans des invitations de calendrier, sur des factures à en-tête, dans des canaux Slack auxquels elle ne pensait pas que j'avais un accès administrateur. Un message d'elle à son assistante disait, mets Mike au courant des frais de Vancouver, mais fais en sorte que ça ressemble à un fournisseur distinct. Kay et Rearden ont un chevauchement informel. Ça ne doit pas être évident. Cette seule ligne la mettait en violation de 3 clauses distinctes. Cette ligne était désormais la pièce à conviction B dans une enquête fédérale. L'ironie. Elle adorait citer des contrats en public, lors de panels, sur les réseaux sociaux. Si vous ne maîtrisez pas vos documents, vous ne maîtrisez pas votre destin,
a-t-elle dit un jour dans un micro en affichant un sourire confiant et en portant un blazer à $2000 que j'avais passé en frais de lancement pour son cabinet. Les documents qu'elle n'a jamais lus se trouvaient maintenant devant le DOJ, signés, datés, notariés et sauvegardés numériquement dans 3 emplacements redondants, dont un sur un disque dur intitulé « Projet de jardinage », car je savais qu'elle ne cliquerait jamais sur quelque chose qui semblait domestique. J'avais passé des années à la regarder confondre charisme et compétence. Et maintenant, chaque document qu'elle jugeait indigne de son attention était utilisé comme une arme par l'institution même qu'elle qualifiait autrefois de « là où l'ambition va pour mourir ». Elle croyait que l'image de marque pouvait surpasser la responsabilité. Mais les documents juridiques se fichent des hashtags ou des ovations. Ils se soucient de l'encre. Et son nom était partout, lié à moi, lié à lui, lié à l'effondrement qu'elle n'a jamais vu venir. En bas, le champagne était éventé et les sourires se crispaient. Le genre de tension qui s'installe quand les gens sentent qu'on tire lentement le tapis sous leurs pieds, mais que personne ne veut être le premier à réagir. Ray Harden, son patron, son partenaire dans tous les sens importants du terme, se tenait au bord de la salle de banquet, une main sur la hanche, l'autre tenant son téléphone comme s'il était devenu radioactif. Son visage était devenu blême, un contraste saisissant avec la teinte cramoisie des lumières de la scène qui brillait encore en arrière-plan de son grand moment. Il n'arrêtait pas de cligner des yeux, de relire, de faire défiler vers le haut, vers le bas, puis de nouveau vers le haut. L'objet de l'email était simple, référence, week-end d'alignement T2 Palm Springs. Il l'avait envoyé près de 8 mois plus tôt. Il y décrivait ce qu'il appelait un « itinéraire confidentiel » pour une supposée session de planification exécutive. Accès complet au spa, hébergement ensuite Pentouse, aucun participant à l'exception de 2. Il avait même détaillé les dépenses à rembourser via la ligne budgétaire, développement stratégique, de son cabinet. C'était audacieux, idiot, et ça n'aurait jamais dû voir le jour. Seules 2 personnes avaient accès à cette correspondance, Ray Harden lui-même et son assistante exécutive, Céline. Céline était avec elle depuis le début. Recrutée chez un concurrent, farouchement loyal, le genre de femme qui lui apportait son lait d'amande avant les réunions et filtrait les messages Slack avant qu'il n'atteigne son bureau. Elle appelait autrefois Céline, mon autre cerveau, ce qui rendait d'autant plus troublant le fait que Ray Harden, en regardant vers le couloir du fond, vit que la chaise de Céline était vide. Son bureau vidé, son badge de sécurité manquant. Elle n'avait pas été vue depuis le déjeuner. Il a essayé de l'appeler. Messagerie vocale. Il a essayé son email. Retour à l'expéditeur, cette adresse n'est plus active. Pendant ce temps, le reste de la salle n'avait encore rien remarqué. Il sirotait toujours du vin bon marché, s'extasiait sur son discours, demandait où elle avait acheté ses talons. Mais son sourire se fissurait. Quelque chose dans l'expression de Ray Harden, la confusion se transformant en effroi, la fit se pencher vers lui. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle à voix basse. Il tourna le téléphone vers elle. « As-tu transféré ça à quelqu'un » Elle le fixa, cligna des yeux. « Non, c'est... » Céline l'a vu. C'est tout. Il ne dit pas un mot, car ils savaient tous les deux ce que cela signifiait. Céline a changé de camp. Quelqu'un l'a eu. Ou peut-être n'avait-elle jamais été de leur côté pour commencer. Cet email, l'un des nombreux, était maintenant une preuve, vérifiable, liée à des reçus, des horodatages et des transactions enfouies dans les livres de la société sous la rubrique « Divertissement client ». Et pire, il n'était plus entre leurs mains. Il avait déjà été soumis au DOJ, à l'audit interne, peut-être même au conseil d'administration. Ray Harden serra la mâchoire. Pourquoi ferait-elle ça? Stéphanie était pâle maintenant aussi. Elle était loyale. Elle savait tout. Je lui faisais confiance. Exactement, dit-il en la coupant. Elle savait tout. Et c'était ça le problème. Tous ces plans chuchotés, toutes les petites combines, toutes les fois où elle avait dit « supprime juste le fil de discussion ». Céline n'avait rien supprimé du tout. Elle l'avait copié, archivé, classé, et ce soir, elle l'avait transmis. Parce que quelque part, des mois plus tôt, quelqu'un l'avait approché avec une offre différente. Pas plus d'argent, pas de pouvoir. Juste une protection et un moyen de quitter le navire avant qu'il ne coule. Pendant qu'il dansait sous les lustres, se croyant invincible, la femme en arrière-plan emballait ses dossiers et retournait l'échiquier. Et maintenant ils étaient seuls, entourés de gens qu'ils pensaient être des alliés, soudainement trop silencieux, trop immobiles. Parce qu'une trahison d'un ennemi fait mal,
mais une trahison de quelqu'un en qui vous aviez confiance, c'est là que les fissures cessent d'être métaphoriques. C'est là que tout commence à s'effondrer. À 7h42, son téléphone a vibré avec une notification générale de la conférence. Mise à jour du discours d'aujourd'hui, bienvenue à Wesley Wells, consultant en conformité stratégique, lanceur d'alerte, conseiller en surveillance. Elle cligna des yeux, pensant que c'était une erreur. Wesley Wells. Son mari, l'homme qui avait autrefois passé la moitié d'un cocktail à essayer d'expliquer les cadres d'audit fiduciaire à quelqu'un qui l'avait interrogé sur les brochettes de crevettes. Elle a rafraîchi l'écran. C'était de nouveau là. Son nom, pas seulement dans la liste des participants, mais en tête d'affiche du panel de 10 heures dans la salle de bal principale. Ce doit être une erreur, marmonna-t-elle en balayant vers le programme complet de l'application de la conférence. Mais ce n'en était pas une. Il y avait sa photo. Nette et professionnelle. Portant un costume anthracite sur mesure qu'elle ne reconnaissait pas, car il était nouveau. Acheté pour ce sujet, le coup caché des angles morts des dirigeants. Une étude de cas sur l'exposition interne. Le sous-entendu lui a pratiquement mis un coup de poing dans la mâchoire. Elle a attrapé son sac, y a fourré son téléphone et s'est précipitée dans l'escalator du hall. Ses talons claquaient sèchement contre le marbre alors qu'elle passait en trompe devant le kiosque à café et le mur d'écran numérique diffusant en boucle son propre discours de la veille. Le même discours où elle avait publiquement réduit son mari à une blague. Maintenant, il était sur le point de monter sur scène devant des présidents de conseils d'administration, des responsables de la conformité et des cadres supérieurs de 3 continents. Et elle n'avait même pas accès. Elle a atteint l'entrée de la salle de bal, a passé son badge devant le lecteur. Accès refusé. Le garde de sécurité a froncé les sourcils. Je suis désolé, madame. On dirait que vos accréditations ont été désactivées pour cette partie. Quoi? Non, je suis une conférencière. Vérifiez à nouveau. Il l'a scanné de nouveau. Même résultat. Vous avez été retiré de la liste active à 6 heures. Toute demande doit passer par l'administration. Elle était abasourdie. Il doit y avoir une erreur. Mon mari, monsieur Wells. Il est déjà à l'intérieur, dit-il calmement en faisant un signe de tête vers le mur de verre au fond du couloir. Elle a suivi son regard. Il était là, sur scène. Pas en train de bafouiller, pas gêné. Posé, contrôlé. Les lumières n'étaient pas trop vives pour lui. Il se tenait au pupitre comme s'il y avait sa place. Parce que c'était le cas. L'écran derrière lui affichait une seule diapositive. Crosswind Group, une étude de cas sur un effondrement silencieux. Et en dessous, en plus petit, présenté avec le soutien du DOJ, Unité fédérale d'intégrité des lanceurs d'alerte. Son estomac se retourna. Plus de blagues maintenant. Plus de commentaires spirituels sur « Savez-vous seulement qui il est ?» parce que tout le monde dans cette pièce le savait maintenant. Et pire, il l'écoutait. À l'intérieur, des dizaines de décideurs hochaient la tête, prenaient des notes, chuchotaient entre eux. Elle regardait, impuissante, de l'autre côté du verre, comme une enfant regardant un monde auquel elle n'avait plus les qualifications pour entrer. Elle a levé son téléphone pour prendre une photo de l'écran, peut-être pour l'envoyer à Ray Harden, peut-être à son avocat. Elle n'était plus sûre de rien. Mais au moment où elle a ouvert l'application appareil photo, elle a aperçu son propre reflet dans le verre. Mascara légèrement bavé, sourire disparu, mâchoire serrée. Pas une visionnaire, pas une étoile montante. Juste une femme debout devant une pièce fermée à clé, regardant l'homme qu'elle pensait resterait toujours petit réécrire tout son héritage. Diapositive après fichue diapositive. Et elle ne pouvait même pas franchir la porte. Ses mains tremblaient alors qu'elle recomposait le numéro pour la 4e fois. Sonnerie, clic, messagerie vocale. Ce numéro n'est plus en service. Toutes les demandes doivent passer par le conseiller juridique. Elle fixa l'écran, confuse. Elle avait appelé ce numéro une centaine de fois. Appel d'anniversaire, liste de courses, rappel passif-agressif pour aller chercher le nettoyage à sec. Maintenant, c'était une impasse. Elle ouvrit son application de messagerie, tapa un message si vite qu'il était truffé de fautes de frappe, puis le modifia obsessionnellement pendant 15 minutes. Objet, j'ai tout gâché. S'il te plaît, pouvons-nous parler? Cor, Wesley, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne voulais rien de tout ça. Il ne s'agissait jamais de le choisir lui plutôt que toi.
C'était compliqué et j'ai fait des erreurs. Mais nous pouvons arranger ça. Nous pouvons tout expliquer. S'il te plaît, parle-moi. Je suis désolé. Elle appuya sur envoyer. 3 secondes plus tard, échec DE la livraison. La boîte de réception du destinataire n'est pas disponible. Elle le fixa comme si l'écran l'avait trahi. Elle copia l'email et l'envoya à son adresse personnelle de secours, celle qu'il n'utilisait jamais. Échec de la livraison. Puis elle essaya son avocat. Pas de réponse. Elle appela sa sœur. Messagerie vocale. Son frère. Rien. Ses doigts bougeaient comme s'ils étaient possédés. Message après message. S'il vous plaît, dites-lui que j'essaie de le joindre. Pouvez-vous lui demander de vérifier ses emails? A-t-il toujours l'appartement sur Sycamore? Personne ne répondit. Le silence. C'était comme s'il avait disparu. Non, pas disparu. Effacé de sa propre main. Elle faisait les 100 pas dans son appartement, enjambant des valises à moitié faites et 3 ordinateurs portables qui bourdonnaient sur le comptoir de la cuisine. Les nouvelles empiraient. Examen de conformité, alerte d'audit, partenaire se distançant de son cabinet. Et pendant tout ce temps, Wesley était injoignable. Pas en colère, pas conflictuel. Juste parti. Elle attrapa ses clés. S'il ne répondait pas, elle irait en personne. Le trajet jusqu'à son appartement prit 18 minutes. Elle ne se souvenait même plus de la route. Son esprit était bloqué en boucle. Que dirait-elle? Que porterait-elle? Devrait-elle pleurer? Ne pas pleurer? Apporter la lettre qu'elle avait imprimée? Quand elle arriva devant le gratte-ciel de luxe, le voiturier la reconnut immédiatement. Madame Wells, dit-il avec un sourire qui s'évanouit une fois qu'il regarda son écran. Je suis désolé. On m'a dit de vous informer que Monsieur Wells ne réside plus ici. Elle cligna des yeux. Quoi? Depuis quand? Il hésita. Depuis la semaine dernière. L'unité a été réaffectée. Ses affaires ont été enlevées par un service professionnel sur instruction de son avocat. Elle resta là, les clés toujours à la main. A-t-il laissé une adresse de suivi? Il secoua la tête. Non, madame. Juste une consigne. Veuillez informer toute personne qui demande que cette résidence n'est plus associée à moi. Elle sentit le sol vaciller. Même quand elle avait quitté son premier mari, même quand son propre père avait cessé de prendre ses appels après son 3e virage de carrière, quelqu'un avait toujours décroché. Quelqu'un avait toujours offert un fil à tirer. Mais maintenant, rien. Juste des pièces vides et des clauses de non-responsabilité légale. Il ne l'avait pas seulement coupée de sa vie. Il avait redessiné le paysage sur lequel elle se tenait et avait tranquillement déplacé le sol sous ses pieds sans qu'elle ne s'en aperçoive jamais. Maintenant, l'homme qu'elle se moquait autrefois d'être trop silencieux était devenu silencieux d'une manière qu'elle ne pouvait atteindre. Et le silence, réalisa-t-elle, était le son le plus dévastateur de tous. C'est arrivé avec un coup à la porte. Un coursier en uniforme gris uni, presse-papier à la main, les yeux vitreux de l'épuisement de 1000 livraisons matinales. Stephanie Reardon Wells? Elle hésita avant de dire oui. Techniquement oui, bien qu'elle ait cessé d'utiliser Wells sur LinkedIn des mois auparavant. L'homme lui tendit une enveloppe plate et scellée. Signature certifiée requise. Pas d'adresse de retour, juste un filigrane de service juridique et un code-barre. Elle la fixa comme si c'était un fil sous tension. À l'intérieur, une seule lettre. Pas de mot d'accompagnement, pas d'explication, juste une notification formelle sur un papier ivoire impeccable adressé au conseil d'administration de Crosswind Group, avec copie à son service juridique, à l'équipe de conformité et à chaque associé directeur. Objet, retrait volontaire de l'endossement conjugal pour l'habilitation de sécurité de niveau directeur Stephanie Reardon Wells. Son nom en gras. Le texte était bref. Conformément aux conditions du mémorandum de conformité original référence dièse 8812B, je retire par la présente mon endossement conjugal pour Stephanie Reardon Wells en ce qui concerne son éligibilité à l'accès aux contrats protégés, aux données clients sensibles ou à toute division réglementée sous surveillance fédérale. Cette révocation est effective immédiatement et ne nécessite pas de consentement mutuel. Signé, Wesley A. Wells, conseiller en conformité stratégique, partenaire consultant, collectif de surveillance de l'intégrité. Pas d'émotion, pas d'adieu. Juste de la précision.
Elle laissa tomber l'enveloppe sur la table de la cuisine, le cœur battant. Son téléphone vibra avant même qu'elle ne puisse comprendre ce que cela signifiait. Un message du service juridique, avec effet immédiat, votre accès au compte de niveau 1 a été suspendu en attendant la résolution du retrait de l'endossement. Veuillez ne pas assister à la réunion de présentation de demain. Un autre message, cette fois du directeur du développement commercial, Steph, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ton mari retire-t-il les habilitations de sécurité? Le conseil n'est pas content. Puis le silence pendant 1 heure. 2. À 15 heures, elle essaya quand même de se connecter à la réunion d'équipe. Mot de passe refusé. Accès révoqué. Elle fixa l'écran, puis son propre reflet dans le verre noir de son moniteur éteint. Mascara sur un œil, cheveux encore attachés de la douche précipitée. Elle ressemblait à une parodie de toutes les femmes dont elle s'était moquée. Perdue, confuse, exclue. Elle ouvrit son ordinateur portable et chercha son nom. Le premier résultat était une vidéo publiée il y a seulement 2 heures, un extrait de son discours liminaire téléchargé par l'équipe de la conférence. Titre, le pouvoir de savoir quand rester silencieux et quand frapper. 1,2 million de vues déjà. Elle cliqua dessus et il était là. Wesley, son mari silencieux et insignifiant, debout devant une salle de dirigeants et de régulateurs, livrant un exposé brutal et impeccable sur l'intégrité structurelle, l'exposition juridique et le danger de confondre le silence avec la faiblesse. Dans les commentaires, quelqu'un avait écrit « Cet homme vient de démanteler un empire sans élever la voix ». Légendaire. Ses doigts planaient au-dessus du pavé tactile. Elle ne savait pas si elle devait relancer la vidéo ou jeter l'ordinateur par la fenêtre. Elle se leva de sa chaise et alla vers le miroir. Non pas pour s'admirer, ni pour se préparer. Juste pour regarder, pour voir. Ce qui la fixait n'était pas puissant, n'était pas visionnaire. C'était une femme dans la chemise de la veille, sans client, sans habilitation, et sans aucune idée de comment l'homme qu'elle avait autrefois méprisé était devenu l'arbitre de son existence professionnelle. Elle hurla à son reflet, au miroir, un cri de rage gutturale, une part de chagrin, 2 parts de rage, tout cela inutile car personne n'écoutait. Pas le conseil, pas son équipe, et certainement pas Wesley. Ils regardaient tous son discours. Pas le sien. Le sien. Les applaudissements étaient soutenus. Pas tonitruants, mais respectueux. Le genre de son qui vient de gens qui comprenaient maintenant qu'ils avaient mal jugé quelqu'un. Wesley ne sourit pas en quittant la scène. Il ne leva pas le poing, ne fit pas de signe de tête théâtrale comme ces fondateurs de start-up qui pensaient que la sueur et les diaporamas faisaient d'eux des philosophes. Il descendit simplement de l'estrade, détacha le micro de son revers et le tendit au technicien sans un mot. Derrière lui, l'écran géant affichait toujours sa diapositive finale, la conformité n'est pas une punition. C'est une protection contre la pourriture que vous ne voyez pas jusqu'à ce qu'elle vous engloutisse. Quelque part au fond, un journaliste leva la main et se précipita en avant, essayant de devancer les autres. Monsieur Wells, une question rapide. Juste une. A-t-il tourné la tête poliment? Est-il vrai que vous étiez marié à Stéphanie Reardon? Une pause, juste assez longue pour laisser le silence s'installer. Puis, c'était une autre vie. Il ne tressaillit pas. N'en avait pas besoin. Il dépassa la foule et traversa le couloir latéral du centre de congrès où la sécurité et le personnel supérieur le saluèrent sans poser de questions. Dans le coin le plus éloigné de la pièce, la partie à l'abri des caméras et du brouhaha ambiant, se tenait l'homme au costume anthracite. Le même qui avait traversé le gala comme si le sol lui appartenait. Celui qui s'était penché et avait calmement dit à Reardon, « C'est terminé pour vous. » Il n'était pas là pour le spectacle, n'était pas un assistant. Son badge, si quelqu'un s'était donné la peine de regarder de près cette nuit-là, n'appartenait pas au lieu. Il appartenait au bureau de l'inspecteur général. Il s'avança maintenant, tendit à Wesley un dossier scellé marqué d'un sceau fédéral. Pas de mots, pas de poignée de main, juste un signe de tête de compréhension mutuelle entre 2 professionnels qui avaient fait ce qui devait être fait. Car cela n'avait pas été une vengeance. Ça avait été une purge. L'aboutissement de plus d'1 an de silence stratégique, d'observation, d'enregistrement, de documentation, de construction d'un dossier aussi méthodiquement qu'un chirurgien prépare une table d'opération. Et Wesley ne l'avait pas fait par ego. Il n'avait pas eu besoin de l'humilier. Elle s'en était chargée toute seule. Il s'était simplement assuré que le monde voit la situation pour ce qu'elle était, une structure bâtie sur des mensonges et la vanité,
s'effondrant au moment où elle faisait face à un véritable examen. Elle avait toujours confondu son calme avec de la faiblesse. Pensait que sa patience signifiait l'insignifiance. Mais la vérité était simple. Il n'avait jamais été impuissant. Il était le balai. Celui qu'on envoie après la tempête, non pas pour sauver, mais pour balayer. Alors que la salle derrière bourdonnait de réseautage et d'introduction badgées, Wesley franchit les portes de sortie pour retrouver l'air frais de l'extérieur. Pas de célébration, pas d'entourage. Juste le silence. Le genre de silence gagné par un homme qui n'avait plus rien à prouver, car il avait déjà réécrit la fin. Et elle passerait le reste de sa carrière, si elle en avait encore une, à regarder tout le monde se tourner vers lui pour obtenir des réponses.